Bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal de bord. J'espère que tu vas bien. Je vais te parler aujourd'hui d'une tendance qu'on a quand on est manager, qui est mauvaise, et qui est de rendre la vie de nos collaborateurs plus facile. Je vais t'expliquer pourquoi, et je vais en profiter pour te parler d'un nouveau système, une nouvelle formule du management, à laquelle j'ai pensé, qui va combiner deux choses qui sont importantes pour moi. Et donc ce nouveau système, je l'ai appelé SITG plus Flow, c'est-à-dire Skin in the Game plus Flow. Je sais que ça fait un peu équation mathématique, mais t'inquiète pas, on va décortiquer tout ça le temps que je retrouve mes notes. Voilà. Ouais, je voulais te dire que tu vas comprendre pourquoi. On a beaucoup je dirais, d'instructions, d'articles, d'injonctions quand on est manager, puis parfois la volonté de le faire. On a pas mal tendance à essayer de simplifier la vie de nos collaborateurs. On a tendance à vouloir les sécuriser. D'ailleurs, j'ai eu il y a pas longtemps sur les mails privés une d'entre vous qui me disait mais enfin je comprends pas, j'arrête pas de simplifier la vie de mes collaboratrices, j'arrête pas de leur trouver des solutions, j'arrête pas de simplifier les choses, de leur mettre des automatismes, etc. Et en retour, je n'ai que, je dirais, des choses désagréables, des critiques. Je comprends pas, elle voit absolument pas à quel point je me mets en quatre pour elle, etc. Et ma réponse a été évidemment, il faut arrêter tout de suite, puisque apparemment ça fonctionne pas, et il faut passer à autre chose. Parce que en fait, en réalité, en faisant ce que tu es en train de faire, tu es en train de démotiver complètement ton équipe. Et donc, ce que je vais conseiller de faire, c'est, sous une forme, je dirais, moins élaborée, ce dont je vais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de deux concepts vraiment importants en management, qui sont le skin in the game et le flow. Et on va voir comment on peut mettre en place ces deux concepts et voir à quel point la synergie de ces deux concepts va nous permettre à la fois de créer de la performance, de la rétention, du plaisir et de la progression chez nos collaborateurs, ce qui n'est pas une mince affaire. Commençons par le skin in the game. Donc skin in the game en anglais, ça veut dire risquer sa peau. C'est le titre d'ailleurs d'un des livres de Nassim Taleb. Je t'ai déjà parlé de Nassim Taleb, c'est vraiment un auteur, quasiment à chaque livre que j'ai lu de lui, j'ai eu une révélation où je me suis rendu compte qu'on était très proches dans notre manière de penser, pas forcément de pratiquer. Lui, c'est pas un manager, c'est comment le définir? C'est quelqu'un qui vient de la finance, mais qui est aussi un philosophe, qui est un érudit. Franchement, je te conseille ces livres, même s'ils sont un peu difficiles à lire. Et si jamais tu veux déjà avoir une idée d'un des concepts vraiment majeurs qu'il a sorti, je crois que c'est un des derniers concepts qu'il a sorti, c'est celui d'antifragilité. J'ai fait un épisode là-dessus qui s'appelle Management antifragile ou quelque chose comme ça. Mais là, on va pas parler de ce concept-là, on va parler du skin in the game. En fait, comme tous les concepts de Nassim Taleb, il est assez simple, ce concept-là. Il est de dire que quand je risque ma peau, je réfléchis différemment. Je prends de meilleures décisions. C'est-à-dire que et c'est pas un hasard, c'est câblé dans notre cerveau. C'est-à-dire que quand on est menacé, quand notre décision comporte des risques, eh bien notre cerveau, il va se mettre à mobiliser des ressources qu'on n'a pas d'habitude. C'est d'ailleurs une grande différence entre notre cerveau et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça peut nous aider à prendre une décision, ça peut nous permettre d'augmenter notre efficacité, mais elle aura jamais cet aspect skin in the game. C'est-à-dire que quand une intelligence artificielle te dit il faut faire ça, elle n'est pas aussi impliquée que toi. C'est un peu comme un consultant. Je dis ça à mes amis consultants, mais ouais, mais en fait, ce que tu me conseilles, c'est bien, mais à la fin, le mec qui va subir la décision si elle est mauvaise, c'est pas toi, c'est moi. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle va te proposer, et donc c'est ce que je suggère quand on utilise l'intelligence artificielle et qu'on doit prendre une décision, c'est de dire propose-moi 5 décisions possibles, par exemple, et argumente chacune des décisions. Mais c'est moi qui prends la décision, et c'est ce que je te conseille de faire, et c'est ce que je te conseille aussi de mettre en place chez tes collaborateurs.
Je vais prendre l'exemple du chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, si tu en es un, tu sais ce que c'est, eh bien, il met une grosse partie de son patrimoine dans son entreprise. S'il prend une mauvaise décision, ça lui fait mal. S'il prend une bonne décision, ça lui fait du bien. C'est une des grandes différences, nous dit Nassim Taleb, avec les politiques, surtout depuis qu'il y a de grosses technostructures, c'est que les politiques, finalement, ils risquent vraiment pas tout à fait rien personnellement quand ils prennent une mauvaise décision. C'est vrai aussi pour les très très grosses entreprises où en fait il y a tellement de niveaux hiérarchiques et il y a tellement d'administration et de technostructures que finalement que je prenne cette décision-là ou celle-là, bah ouais, ça va changer un peu la vie de la boîte ou de certaines personnes dans la boîte, mais moi ça va, je vais toujours me porter bien. Et d'ailleurs, Nassim Taleb, il cite un exemple qui est assez rigolo. Il dit que dans l'Antiquité, alors je pense que c'est un mythe, je pense que c'est pas vrai, mais il dit que dans l'Antiquité, quand on faisait faire un pont à un architecte, on lui demandait de dormir pendant un mois sous le pont avant de le mettre en activité. Ça, en général, ça faisait que le pont était mieux construit que si l'architecte ne risquait pas sa peau en l'ayant construit. Donc la première chose intéressante dans le concept de skin in the game, c'est que ça nous fait prendre de meilleures décisions, et que donc, si à tous les niveaux de ton entreprise, tu as des gens qui sont skin in the game, les décisions prises par cette entreprise seront meilleures. Première chose. Deuxième chose, c'est que Taleb, je crois que c'est dans ce bouquin-là, il nous parle aussi du sentiment d'appartenance. Et il dit que il parle des communautés, du sentiment d'appartenance, et il dit qu'en fait, une communauté, elle peut avoir ce sens de skin in the game, c'est-à-dire que si ta communauté ou un membre de ta communauté est menacé, tu te sens menacé aussi. Et donc, on va pas appliquer les mêmes règles quand c'est quelqu'un de notre communauté qui est menacé, quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un à qui on peut s'identifier, que si c'est quelqu'un qui appartient à une autre communauté, à une autre entreprise, à un autre cercle, etc., etc. Je vais te donner un exemple super simple et je dirais classique en termes de management, auquel j'ai assisté il y a pas longtemps dans un restaurant. Donc c'était une période où un moment où il n'y avait pas grand monde dans le restaurant, il n'y avait pas de rush. Il y avait donc un seul serveur qui était prévu. Et puis tout d'un coup, il y a un énorme groupe qui est arrivé, et il a fallu les servir. Et les autres membres du personnel, qui avaient fini leur service, sans qu'on leur demande, ils se sont juste levés pour aider leurs collaborateurs, leurs collègues même. Et voilà, sans rien demander, sans se poser de questions. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, ils ont fait ça parce qu'ils se sentaient appartenir à la même équipe. C'était pas juste leur lieu de travail, c'était leur restaurant. Et ça, c'est un vrai skin in the game de communauté. C'est quand, en fait, tes collaborateurs, ça commence quand tes collaborateurs, quand ils parlent de toi en tant que manager ou chef d'entreprise en famille, ils vont plus dire ils vont dire nous. C'est le moment où effectivement ils vont dire ma boîte au lieu de dire la boîte. Ça, c'est le deuxième niveau du skin in the game. C'est-à-dire que c'est plus seulement je prends des bonnes décisions pour sauver ma peau ou pour que ma peau se sente mieux, c'est je prends des décisions parce que je prends des décisions qui vont faire que le groupe auquel j'appartiens se portera mieux. Si ce groupe se porte mieux, alors moi je me sens mieux. Tu vois, c'est la motivation, je dirais, collective que tu cherches à avoir auprès de tes collaborateurs. Et puis il y a un troisième effet du skin in the game auquel je crois beaucoup, c'est que quand on risque sa peau, au sens évidemment pas au sens littéral du terme, mais aussi au sens littéral du terme, eh bien c'est le moment où on se sent le plus vivant finalement. Parce que c'est le moment où il y a un risque, c'est le moment où justement tout ça pourrait s'arrêter. Et donc c'est quelque chose qui va nous stresser, mais ça va être du bon stress, c'est quelque chose qui va nous galvaniser. Et donc ça va aussi augmenter notre créativité, la rétention qu'on a dans cette entreprise, et ça va nous faire prendre de meilleures décisions. Donc 3 effets positifs du skin in the game, quand il est bien pratiqué, c'est 1, les gens vont prendre de meilleures décisions, tu n'auras pas besoin d'être derrière eux pour prendre des décisions à leur place.
2, ils vont avoir un sentiment d'appartenance tellement fort que même quand tu vas pas leur donner d'instructions, même quand tu seras pas là, ils vont quand même se battre comme des fous, comme si c'était leur boîte ou leur équipe. Et 3, ça va créer chez eux un sentiment fort de progression, de développement, d'utilité, c'est ça que le terme que je cherchais tout à l'heure, qui vont faire qu'ils vont être encore plus attachés à cette boîte. Donc tu as vraiment envie que ça existe dans ton équipe. Alors comment on fait ça ? Je vais le dire plus en fin de podcast, je te donnerai quelques guidelines pour mettre ça en place, mais évidemment, il y a une première condition qui va être de créer des cellules à taille humaine. Ça, il explique bien, c'est qu'une communauté, elle a des limites. La communauté, ça peut pas être la race humaine. C'est ça qu'il explique. Mais je dirais, à l'échelle d'une entreprise, plus tu as des cellules à taille humaine, eh bien plus les gens vont se sentir skin in the game, et plus ils vont se sentir proches des autres, et en plus, ils vont se sentir impliqués. Ils pourront pas se cacher d'une mauvaise décision, surtout si elle implique les autres, donc ils auront envie que la décision qui est prise soit bonne. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on se sent skin in the game quand on a des points communs. Alors, c'est quoi les points communs dans une entreprise ? On dit souvent, c'est les valeurs, il faut partager des valeurs. Moi, je suis assez mitigé là-dessus. J'ai fait pas mal de podcasts et récemment une série dans mes mails privés sur ce que c'est qu'une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est surtout des comportements communs. Je le dis souvent, la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements, c'est-à-dire la manière dont on fait les choses et l'expérience qu'on a quand on est dans cette entreprise. Ça, c'est la culture d'entreprise. Quand les gens commencent à se dire entre eux, non, mais là, c'est comme ça qu'on fait, parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, nous, on n'arnaque pas un client, par exemple. C'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, on va avoir des usages communs. C'est ça qui va développer le skin in the game. Ensuite, il faut effectivement qu'il y ait une bonne autonomie. Tes collaborateurs, ils doivent avoir la liberté de prendre des bonnes décisions. Sans autonomie, il n'y a pas de skin in the game, puisque finalement, si tu n'as pas d'autonomie, tu prends pas de décision, donc pas de skin in the game. Et donc, tu subis les décisions des autres. Subir les décisions des autres, il n'y a rien de plus démotivant. Deuxième, je dirais, condition supplémentaire, je sais pas où j'en suis, ça doit être la 4e, il faut que l'information soit développée, c'est-à-dire que la personne peut se sentir skin in the game si elle voit les effets de sa décision. Et donc, ton système d'information, il doit plutôt être au service des collaborateurs pour leur donner des informations, plutôt que de les fliquer. Et puis, la dernière condition, pour moi, elle est extrêmement importante, c'est la responsabilité face aux erreurs. C'est ça, être skin in the game. Je le répète dans presque tous les épisodes, mais comment est-ce qu'on apprend le mieux possible ? En faisant des erreurs. Donc, il faut pouvoir faire des erreurs, et à condition qu'on assume nos erreurs. Autrement dit, c'est si t'as fait une erreur, c'est pas grave, ça veut dire que t'as essayé d'apprendre un truc, mais tu vas assumer l'erreur et c'est toi qui vas corriger l'erreur. J'y reviendrai un peu plus tard quand on parlera du management. Voilà, ça peut paraître un peu dur par rapport à ce qu'on entend, de dire il faut protéger les collaborateurs, il faut être bienveillant, etc. Mais moi j'ai un problème avec le confort en entreprise. Je dis pas, il faut que les gens évidemment ils soient sécurisés, qu'ils soient dans un environnement agréable, etc. On est bien d'accord. De toute façon, la plupart des entreprises dans notre pays c'est le cas. Mais ce qui nous tue, c'est pas ça. Ce qui nous tue, c'est quand les décisions sont prises à notre place, qu'on a l'impression de pas être autonome, de pas être reconnu, etc. Donc moi, la bienveillance, c'est chouette, c'est bien, mais je suis pas sûr que ce soit ce dont manquent le plus les collaborateurs. Je crois que ce dont ils manquent le plus, c'est l'opportunité de faire leurs preuves, d'être reconnus pour les choses qu'ils réussissent, parce qu'elles sont difficiles et pas parce qu'elles sont simples, etc., etc. Ça, c'était pour le skin in the game. Maintenant, je vais te parler du flow. Pour évoquer le flow, je vais te poser une question simple. Pourquoi les jeux vidéo sont si addictifs ? Pourquoi on a des gens qui passent leur nuit, franchement, sur un écran au lieu de dormir, et même leur journée, et même des gens qui préfèrent quitter leur emploi ou se faire porter malade pour jouer aux jeux vidéo. Un jeu vidéo, ça consiste quand même à être dans une pièce devant un écran et à répondre à un ordinateur, que ce soit une intelligence artificielle ou à d'autres joueurs, et à essayer de gagner un jeu qui va finalement plus nous coûter que nous rapporter. C'est quand même
assez incroyable quand on y pense et qu'on essaye d'être objectif par rapport à ça. Mais en fait, c'est assez simple. Les gens, ils jouent aux jeux vidéo parce que les jeux vidéo, aujourd'hui, ils ont réussi à créer ce qu'on appelle un état de flow quasi parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de flow? C'est un concept qui a été développé par un chercheur, un psychologue, qui est génial, qui s'appelait Mihaly Csikszentmihalyi. Alors, il a un nom imprononçable, mais il a des idées géniales, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Flow, en anglais, et qui, en fait, qui a travaillé sur les moments de bonheur les plus intenses qu'on éprouve dans une vie. Et donc, il a pris des critères objectifs, et il les a listés, il y en a 5, et il a dit que quand on réunit ces conditions-là, on est dans un état presque d'extase absolue. Et c'est ce qui se passe quand on fait un jeu vidéo. On est complètement absorbé dans le jeu. Le temps passe, mais on s'en rend pas compte. On oublie même de manger ou d'aller travailler ou de dormir, ce qui est quand même... Ça veut dire que ça passe avant nos besoins physiologiques, quand même, c'est pas rien. Et donc voilà, on trouve ça dans les jeux vidéo. On peut trouver ça dans la pratique d'un sport, surtout quand on a un bon niveau. Et on peut trouver ça aussi dans la pratique d'un art. Et donc l'idée, la question qu'on peut se poser, c'est et si on pouvait éprouver ça en travaillant, est-ce que ce serait pas merveilleux? Moi, je l'éprouve en travaillant parce que j'ai choisi ce que je fais et puis parce que je connais le flow, mais c'est pas très répandu dans les entreprises. La plupart des gens, on a un peu l'impression que s'ils pouvaient être ailleurs, ils préféraient être ailleurs. Donc c'est quoi les composantes du flow? La première composante, c'est des objectifs clairs. Je vais continuer avec l'exemple du jeu vidéo. Et c'est évident, dans un jeu vidéo, tu as un objectif clair. Tu dois sauver la princesse, tu dois gagner la course, tu dois construire une civilisation, peu importe, tu as un objectif qui est très clair. En entreprise, c'est moins souvent le cas. C'est souvent plus flou. Et donc, c'est une piste d'amélioration si tu veux augmenter le niveau de flow de tes collaborateurs. C'est que l'objectif soit très clair. Deuxième composante, il faut un feedback immédiat. Dans un jeu, tu sais tout de suite si tu as réussi ou tu as échoué. Tu sais tout de suite si tu es en train de bien jouer ou de mal jouer, parce que ça se voit et tu le ressens, tu as un feedback immédiat. Dans une entreprise, c'est moins souvent le cas. Souvent, les gens ils vont travailler des semaines sans savoir si ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien. À la limite, on va leur dire à l'entretien de fin d'année une fois par an. Donc c'est un peu tard. Et entre-temps, ils n'ont pas eu de retour sur leur performance. D'ailleurs, c'est une des demandes les plus fortes des salariés quand on leur demande, c'est de savoir s'ils font un boulot, et s'ils font bien leur boulot ou mal leur boulot. Et pourtant, en face, on a des managers qui hésitent toujours à leur donner un feedback sur leur performance, parce que il faut être bienveillant, parce que ça pourrait les vexer, et parce que c'est parfois inconfortable de faire un feedback. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation et dans le livre Le Manager Essentiel, j'insiste beaucoup sur cet outil feedback. Un feedback donné au bon moment, c'est la clé pour maintenir l'engagement. Donc, deuxième composante, le feedback. Troisième composante, l'équilibre entre les défis et les compétences, c'est hyper important. Dans un jeu vidéo, dans un bon jeu vidéo, c'est pas trop facile, mais c'est pas trop difficile. C'est-à-dire qu'il y a toujours une adéquation entre ton niveau et le défi que tu as à remporter. C'est jamais un défi qui est trop bas, parce que tu te ferais chier et t'arrêterais de jouer, mais c'est jamais non plus un défi qui est trop haut, parce que tu te démobiliserais. En fait, le jeu vidéo, il s'adapte en permanence à ton niveau, et ça permet que tu progresses. C'est-à-dire que quand tu as réussi à résoudre cette énigme-là, on t'en propose une un petit peu plus difficile, et ainsi de suite. Dans une entreprise, est-ce qu'on fait ça dans une entreprise? Je crois pas. Je crois qu'on réfléchit pas de cette manière-là dans une entreprise. Et c'est là que je vais te parler de l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaye toujours on croit que le bon management, c'est le management qui va baisser la barre, ce qui va demander qu'on baisse le niveau. C'est-à-dire qu'on va compartimenter les tâches, comme ça on se dit, c'est moins complexe. La personne, si c'est moins complexe, elle va être plus heureuse parce que ce sera plus facile pour elle. Ou bien on va sécuriser, on va lui dire, non, mais on va leur proposer des trucs qui sont faciles à faire.
Quand tu fais ça, tu tues la motivation. Ou bien on va faire l'inverse aussi, ça existe, on va leur mettre des trucs, c'est même pas possible, ils ont pas le niveau. Mais je pense que la tendance la plus embêtante, c'est celle qui vise à simplifier, et j'y reviendrai. Quatrième composante, concentration totale. Dans un jeu, on est isolé des distractions, alors que dans une entreprise, on est interrompu toutes les 5 minutes par des rumeurs, par des interruptions, par un changement de programme, etc. C'est pour ça que dans le manager essentiel, que ce soit dans le bouquin ou dans la formation, on insiste beaucoup sur l'importance des one-on-one. Quand tu fais des points réguliers avec des collaborateurs, eh bien, ça fait que le reste de la semaine, parce que les 1 à 1 dans Outil Manager, c'est 1 fois par semaine, eh bien, ça permet de traiter les sujets, de rendre tes collaborateurs plus autonomes et d'avoir moins d'interruptions dans ta semaine. D'ailleurs, quand tu fais des 1 à 1 de la bonne manière, eh bien, tu as moins de mails et donc moins d'interruptions. Donc, quatrième composante, la concentration totale. Cinquième composante, très importante, le sentiment de contrôle. Un jeu vidéo, il va pas t'intéresser si, en fait, c'est un bonhomme qui fait tout seul et que toi, tu es juste là à le regarder. Ce qui est intéressant dans un jeu vidéo, c'est qu'on est l'acteur, on est le héros du jeu vidéo. Et moi, mon but, en tant que manager ou chef d'entreprise, c'est que mes collaborateurs se sentent être des héros. Qu'est-ce que ça veut dire être un héros? Ça veut dire remporter des défis, ça veut dire s'améliorer en permanence, et ça veut dire être reconnu et utile pour ce qu'on fait. D'ailleurs, un des épisodes les plus écoutés, le plus écouté du podcast, c'est « Faites de vos collaborateurs des héros ». Et dans cet épisode-là, je t'explique c'est quoi un héros et comment on fait un héros. Mais en tout cas, en résumé, ce que tu dois faire en tant que manager, c'est exactement ça, donner à tes collaborateurs les moyens d'être les héros de leur histoire professionnelle. Alors maintenant que j'ai fait un comparatif avec les 5 composants, c'est quoi la différence entre le genre de flow qu'on ressent quand on fait un jeu vidéo et le vrai flow? En fait, le flow du jeu vidéo, il va saturer complètement, effectivement, tes capacités. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais bizarrement, une fois que tu as passé 5 heures sur un jeu vidéo, tu reviens dans la vie normale et tu te rends bien compte que ça t'a pas fait avancer dans ta vie, hein, donc t'as pas progressé dans ta vie personnelle, t'as peut-être progressé en termes de compétences spécifiques dans le jeu, ce qui peut te donner une motivation vis-à-vis de la communauté des gens qui jouent à ce jeu-là, mais surtout, quelle est ton utilité? Qu'est-ce que tu as fait d'utile quand tu as fait ce jeu-là? Et c'est là que se joue, je dirais, la différence entre le flow qui a un sens et le flow qui n'a pas de sens. Et ça, Csikszentmihalyi, il en a pas parlé tout de suite dans son premier bouquin, il en a parlé dans d'autres bouquins. Et il le dit clairement, il dit, on a besoin de trouver notre utilité dans le monde. Et en fait, c'est ça aussi que tu dois trouver dans le flow en entreprise, et c'est pour ça que j'aime bien le marier avec le concept de skin in the game. Et puis il y a une autre chose hyper importante qu'il faut comprendre, qui est vraiment un moteur de l'être humain, tel que Csikszentmihalyi l'a défini, c'est qu'en fait l'être humain, il veut se construire comme un être complexe. C'est-à-dire que ce qui nous motive, c'est pas que la vie soit simple, c'est pas qu'on soit dans le confort absolu, parce que déjà à l'époque, il disait que rester planté devant la télé avec des donuts et tout à disposition, en général, c'était pas les meilleurs moments de notre vie. En fait, les meilleurs moments de notre vie, c'est les moments où on prend conscience qu'on est quelqu'un qui est capable de résoudre ou d'avoir des actions complexes, c'est-à-dire quelqu'un qui est évolué, qui est capable de remporter des défis, et si possible, des défis qui sont utiles à la société. Et donc, quand je te disais tout à l'heure, je sais plus quand je te disais ça, un exemple concret. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher à spécialiser leurs commerciaux et leurs assistants. Souvent, un service commercial, c'est une administration des ventes et des commerciaux sur le terrain. Et très souvent, ce qu'on va faire, c'est se dire, faut faciliter les tâches de chacun et les rendre plus efficaces et qu'il y ait de moindres risques d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va spécialiser les gens.
Dans l'administration des ventes, va y avoir des gens qui sont... On va scinder les rôles, il va y avoir des gens qui font les offres, des gens qui prennent les rendez-vous à la place des commerciaux, des gens qui vont gérer leur planning, et puis les commerciaux aussi vont être spécialisés. Ils vont pas faire d'offres, mais en revanche, ils vont faire la démonstration du produit. Ils vont pas relancer le client, c'est une autre personne en interne qui va relancer le client. Et à chaque fois, on a des raisons super intelligente et super logique en tant que manager ou chef d'entreprise pour faire ça, pour spécialiser les gens. Sauf que ça marche pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'en les spécialisant, on décomplexifie leurs tâches, et d'ailleurs c'est le but, mais en décomplexifiant la tâche, on enlève ce critère de motivation et de flow qui est « non, moi en fait ce que je veux, c'est m'améliorer ». Et à chaque fois que je fais une tâche complexe, je deviens meilleur à cette tâche et j'en tire une fierté et un plaisir au moment où je le fais. Le flow, on le ressent jamais quand on fait des tâches simples. On le ressent toujours quand on est en train de faire son art. Vous voyez ce que je veux dire ? On le fait quand on se dit mais je suis un dieu, je suis en train de réussir tout ça, etc. Ou plutôt d'ailleurs. En réalité, le plaisir du flow, c'est pas de se dire je suis un dieu, c'est de se dire waouh, qu'est-ce que ça se passe bien. Qu'est-ce que je suis au sein de quelque chose qui se passe bien. Et donc, quand on est trop spécialisé, en fait, ça nous enlève cette chose-là. Dans mes entreprises, par exemple, le service commercial, qui est composé de gens sédentaires et de gens sur le terrain, il n'a pas d'instruction particulière sur qui fait les offres, qui relance, etc., etc. Moi, je préfère 1000 fois, et ça marche 1000 fois mieux, en plus ça demande moins de moyens, moins de supervision, etc., que les gens s'organisent sur leur secteur comme si c'était une mini-entreprise. Et donc, j'ai souvent des binômes ou des trinômes qui fonctionnent très bien, justement parce que ils se sont organisés entre eux pour que ça marche le mieux possible, et chacun est dans son flow, ils ont le sentiment d'appartenance, ils sont plus efficaces, ils sont plus créatifs. Et là récemment, j'ai même eu 2 commerciaux qui m'ont dit nous on a fusionné nos secteurs, comme ça on se répartit les visites en fonction de notre expertise et en fonction du lieu géographique où on est à ce moment-là. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Et ils sont beaucoup plus motivés. Et ils vont rester chez moi parce que je leur propose ces choses-là. Ils vont pas avoir envie d'aller dans une boîte où on va leur dire, mais non, attends, un manager, un commercial, ça fait pas ça. Ça fait ça, toi, t'as pas le droit de faire ça, etc. Voilà. Donc, oui, effectivement, si tu veux mettre en place le flow, l'idée, ça n'est jamais de simplifier la tâche à tes collaborateurs, c'est toujours de leur permettre de gérer des tâches de plus en plus difficiles. Et la magie, elle va s'opérer quand tu as les deux, quand tu as à la fois le skin in the game et le flow qui vont se renforcer mutuellement d'une manière incroyable. Le skin in the game, il va donner le sens au travail, l'enjeu, parce qu'il faut qu'il y ait un enjeu, le défi, la responsabilité. Ça, c'est ce que va donner le skin in the game. Le flow va apporter l'engagement total, la concentration, la progression et le plaisir immédiat. Et donc, tu vas combiner les deux. Tu vas avoir des collaborateurs qui, à la fois, vont avoir un plaisir immédiat dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont autonomes, enfin, je te recite pas toutes les caractéristiques du flow, mais ils vont avoir aussi un plaisir fondamental, parce qu'ils vont se rendre compte que ils résolvent des problèmes, ils ont une utilité dans l'entreprise, ils prennent des risques, donc ils se sentent vivants, ils appartiennent à une communauté, et donc tu vas avoir une rétention qui sera bien plus forte. Un autre exemple que je donne, dans une entreprise, on a une équipe support client, et à l'intérieur de cette équipe support client, on résout des questions techniques, on fait de la facturation, on gère les réclamations. La plupart des boîtes, elles vont faire des spécialistes. Un spécialiste des facturations, un spécialiste des réclamations, un spécialiste de la technique. Au nom de l'efficacité, on va faire ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire l'inverse. Il faut que les gens dans ce service, ils résolvent à la fois des problèmes de facturation, des problèmes techniques, pas forcément parce qu'ils ont la connaissance technique, mais parce qu'ils sont capables d'aller la chercher chez les techniciens, et des réclamations. Ou des facturations, je sais plus. Et en fait, ces personnes-là, elles sont responsables d'un client de A à Z. Oui, c'est un peu plus complexe, mais c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant. Le résultat, c'est qu'on a des personnes qui sont en flow parce qu'elles sont stimulées, et elles sont skin in the game parce que c'est leur client, et que si jamais ça plante, faudra résoudre le problème auprès du client.
J'espère que déjà le concept te plaît et que tu as envie de le mettre en œuvre. Maintenant, ce que je te propose, c'est justement de voir comment on peut le mettre en œuvre. La première chose que je voudrais dire, qui va peut-être être un peu démotivante pour ceux qui n'ont pas fait ce premier pas, c'est que tout ce que je vais dire maintenant, ça va fonctionner à condition que tu aies mis en place une structure, un système de management solide. C'est comme une maison, je le dis souvent, tu peux pas mettre le toit si tu n'as pas construit les fondations. Et donc, si tu as fait la formation, le manager essentiel, ça veut dire que tu as déjà mis en place tes 1-1, le feedback, l'autonomie, la délégation, tu vas pouvoir injecter ce dont je te parle maintenant dans ton système de management. Si c'est pas le cas, ce que je te conseille, c'est de télécharger mon livre, je te mettrai le lien en description, c'est gratuit, et en 30 minutes, ça t'explique ce que c'est qu'un système de management. Un système de management, en fait, c'est un ensemble de rituels qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont fondamentaux pour tenir la baraque, on va dire comme ça. Parce que si tu commences à mettre du skin in the game et du flow dans un truc qui est pas solide, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Donc, pour moi, il faut d'abord mettre les bases, faire tes 1-1, ton feedback, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre en place le skin in the game et le flow, parce que tu auras bordé et parce que ça permettra que ça parte pas dans tous les sens. Une fois que tu as ça, première chose qu'il faut se dire, ou premier état d'esprit que tu dois avoir, je l'ai assez répété, arrête de simplifier les tâches de tes collaborateurs. Je sais, ça paraît contre-intuitif. On nous a toujours dit qu'il fallait simplifier, optimiser, standardiser, mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Alors, l'idée, c'est pas de rendre compliqué pour rendre compliqué. Mais, par exemple, plutôt que de prendre un processus et de le découper en plein de petits morceaux avec des gens différents qui interviennent à chaque fois, en se disant, comme ça, le risque est réparti, les gens seront plus experts sur tel domaine, etc. Moi, ce que je pense, c'est que plus tu peux rendre tes collaborateurs responsables d'un processus complet, plus tu vas les faire entrer dans la complexité qu'ils recherchent, et plus ils vont être skin in the game. Oui, il va y avoir des erreurs, mais c'est exactement comme ça, c'est en faisant la résolution des erreurs que les gens vont grandir. Et du coup, ils vont faire évoluer leur processus pour que ça marche mieux. Donc, première règle, arrête d'essayer de simplifier les choses de tes collaborateurs, donne-leur plutôt des tâches plus complètes et plus complexes, et puis accompagne-les dans le développement, dans la formation, pour qu'ils soient capables de le faire en provoquant des erreurs, mais en leur disant que c'est à eux de les réparer. Deuxième chose, assure-toi que tes collaborateurs ont toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions. Le skin in the game, évidemment, il marche parce que on fait prendre des décisions au niveau du terrain, c'est-à-dire que pour moi, la personne qui peut le mieux résoudre un problème de client, c'est la personne qui est devant le client. C'est-à-dire que moi, si on me parle d'un problème client, mais j'aurais pas vécu le sujet, je vais être moins bon que quelqu'un qui a vécu le sujet. Donc, première chose, oui, il faut que les décisions se prennent à des niveaux près du terrain. Deuxième chose importante aussi, il faut que les personnes aient un système d'information qui est à leur service, qui leur permet d'avoir toutes les composantes du problème. Parce que t'as beau être au niveau du client, si tu sais pas quelles sont les marges des produits, si tu sais pas quel est l'historique de ce client, si tu as pas une vision globale du marché, etc., tu prendras de bonnes décisions. Donc, être skin in the game, c'est possible si on a toutes les cartes en main. Donc, l'idée globale, là, c'est que le service d'information, il est pas juste là, le service informatique et d'information, il n'est pas juste là pour fliquer les gens, il est aussi là pour leur donner des informations pour les aider à mieux décider. Troisième chose, hyper importante, mettre en place des rituels de feedback réguliers. Pas pour contrôler, mais pour accompagner. Si tu mets pas ça en place, c'est-à-dire si dans ta structure de management, il y a pas ça en place, ça va être compliqué. Parce qu'à un moment, il faut que tu rencontres tes collaborateurs pour quand même vérifier que les décisions qu'ils prennent et les actions qu'ils prennent, elles sont positives pour l'entreprise. Ton idée, c'est pas de dire « Ah non, mais il est en train de faire un truc qu'on n'a jamais fait ». Non, c'est de dire « Mais quel est l'impact de cette décision, de cette action sur l'entreprise ?» Et ça, c'est un feedback. Et toi, tu as besoin de les donner à tes collaborateurs. Et surtout, tes collaborateurs ont besoin de les entendre. Et ça, c'est pas une fois par an, c'est une fois par semaine.
Quatrième chose, créer des équipes à taille humaine et donne-leur de l'autonomie. Ça, on apprend dans le manager essentiel, que puisqu'un manager, il doit faire des 1 à 1 avec chacun de ses collaborateurs et que le management ne doit pas lui prendre plus de 10% de son temps, il peut pas avoir plus que 5 collaborateurs. Donc ça veut dire que tu vas être obligé de créer des entités qui vont être autonomes et qui vont être petites. Et que dès qu'un groupe va se développer parce que tu embauches, etc., tu vas toujours chercher à le séparer en 2 groupes pour garder une taille humaine. Donc la taille humaine, ce qui marche le mieux, c'est entre 5 et 8 personnes. Et là, tu seras surpris de la créativité qui va se développer parce que les gens vont se sentir vraiment responsables et redevables les uns envers les autres. 5e chose, très très importante, en fait je l'ai dit 2 fois, mais accepte les erreurs, mais exige qu'elles soient corrigées par ceux qui les font. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit et qu'on devient plus fort. Il y a vraiment un truc que tu dois comprendre en tant que manager, parce que ça c'est quelque chose que je vois tout le temps. Il faut que tu arrêtes de jouer le rôle du sauveur qui vient régler tous les problèmes. Ton job, je le redis, n'est pas de faciliter la vie de tes collaborateurs. Ton job, c'est de créer les conditions pour qu'ils puissent grandir en relevant des défis. Donc, le manager qui, quand les gens se plantent, parce qu'il les a laissés se planter ou parce que il ne peut pas tout contrôler, donc forcément ils font des bêtises, dit « Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, tu vas m'obliger à résoudre ton problème. Bon, passe-moi, je vais appeler le client, je vais résoudre ça. » Quand tu fais ça, tu crois bien faire pour la société, mais en fait, tu es en train de voler à ton collaborateur une opportunité de se racheter et de s'améliorer. Donc, quand quelqu'un fait une erreur, ta réaction, c'est pas de corriger l'erreur à sa place en râlant ou en voulant être très bienveillant, c'est de lui dire « Ah ouais, là, écoute, comment tu vas faire ?» Et puis, peut-être de l'accompagner dans la solution qu'il va trouver, mais surtout de pas faire à sa place. Voilà, je terminerai là-dessus. Tu l'as compris, la nouvelle formule du management, c'est skin in the game plus flow. C'est l'opposé de ce qu'on nous a enseigné. Non, ton job, c'est pas de simplifier la vie de tes collaborateurs, c'est pas d'être bienveillant, c'est pas de les sécuriser. Je le répète, ton job, c'est de créer un environnement où ils peuvent grandir en relevant les défis. Et pour ça, il y a rien de mieux que le skin in the game et le flow, tel que je te les ai détaillés dans cet épisode. Évidemment, je vais revenir sur chacun des concepts un peu plus en détail dans la suite de mails privés que tu vas recevoir si tu es abonné. C'est gratuit, les mails privés. Il suffit soit de télécharger mon livre, soit de suivre le lien en descriptif qui permet de s'abonner aux mails privés. La mise en garde que je t'ai donnée, c'est que tout ça, ça va marcher si tu as mis en place les bonnes fondations, c'est-à-dire que tu as mis en place les 1 à 1, le feedback, etc., qui sont décrits dans mon livre et dans la formation Le Manager Essentiel. Et voilà. Et là, tu pourras aller plus loin sur le concept de skin in the game ou de flow. On en parle souvent dans le ciel. Le ciel, c'est le cercle des entrepreneurs et intrapreneurs libres. Et je pense d'ailleurs sortir une formation sur le flow bientôt que je te proposerai, donc reste assidu, inscris-toi au mail privé. Elle est presque finie, mais j'ai encore des choses à ajouter dedans. Mon projet dans cette formation, c'est à la fois de t'apprendre à travailler en éprouvant le flow, parce que c'est plus productif, puis c'est beaucoup plus plaisant, et aussi de te donner des conseils pour implémenter le flow chez tes collaborateurs. Mais pour l'instant, n'hésite pas à t'inscrire au mail privé, parce que je détaillerai un peu plus ces concepts de skin in the game et de flow, et n'hésite pas à télécharger Le Manager Essentiel, le livre. C'est gratuit, c'est 30 minutes, et ça te permet de comprendre ce que c'est qu'un système de management structuré. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, ou si t'as déplu, n'hésite pas à m'en faire part dans les mails privés, je suis toujours ouvert à une bonne discussion, et je te souhaite une excellente semaine, et je te dis à très bientôt.